mais il a sa revanche en 2005 et alors la première de la saison, c'est Fisichella qui la gagne, oui, parce qu'il partait du fond de grille Nando. Mais n'empêche que si Fisichella, c'était un peu un moment de consécration, c'était sa première victoire qui gagnait le jour du Grand Prix et pas 2 semaines après une révision du règlement. Voilà, Fisichella, il gagne, on est très content. Mais sur le papier, on regarde, Alonso est deuxième, je crois. Il finit 3 derrière troisième. Ouais. Mais il partait... il partait loin. Bon, la saison 2005, c'était n'importe quoi, une excellente saison, très chaotique sur le début. En plus, le Grand Prix d'Australie, c'était chaotique. Mais voilà, Alonso, il a réussi à remonter sur le podium du fond de grille. Et ensuite, il enchaîne victoire en Malaisie, victoire à Bahreïn et victoire à Imola. 3 consécutives. Là, il prend une avance monumentale au championnat et c'est le début de quelque chose. En fait, ils se rendent vite compte qu'avec la R25, ils ont ce qu'on appelle une machine de guerre entre les mains, dans le sens où cette voiture, si tu sais l'amener jusqu'au bout, elle t'assure un podium au minimum. Tu rajoutes un bon pilote dedans comme Alonso, tu peux aller chercher la victoire. Le seul petit défaut qu'il y a, c'est ce qu'ils vont réussir à corriger au fur et à mesure de la saison, c'est que les pneus arrière s'usent quand même assez vite à ce moment-là. Ils le paieront à Monaco d'ailleurs, où Alonso rate un podium à cause de ça. Mais voilà, c'est un début de saison 2005 qui est compliqué parce que la hiérarchie elle a du mal à se dessiner. McLaren est un peu en délicatesse, mais va finir par montrer toute sa force à Imola. Sauf que Adrian Newey est un génie pour aller vite, mais il faut que ces voitures, des fois, elles finissent par arriver au bout. Donc, quand ça arrive au bout, c'est fantastique. Adrian Newey, Alonso, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il a cette faculté à maximiser n'importe quelle opportunité. Et c'est vrai que quand ça finit pas devant lui, c'est lui qui va aller récupérer la timbale. Et puis je pense qu'il y a Imola où Imola en fait c'est l'un de ses chefs-d'œuvre parce que Imola c'est une course qui est assez particulière. Donc Imola 2005 c'est le fameux duel avec Schumacher où Alonso du coup résiste une quinzaine de tours à une pression folle de Michael. Ce qu'il faut savoir c'est que le week-end d'Imola il commence très mal parce qu'en fait le moteur Renault, parce qu'à l'époque, je crois que ton moteur devait durer l'équivalent de 2 ou 3 Grands Prix et tu pouvais le changer qu'à partir de là. Je crois que c'était 2, voilà. Et ensuite, si tu faisais un changement, il me semble que tu avais une pénalité ou quelque chose comme ça. Et du coup, le moteur à Bahreïn, malgré la victoire, il a énormément souffert de la chaleur. Et là, chez Renault, ils se disent on va peut-être réduire un peu la puissance et un peu réduire les tours parce que sinon, il tiendra pas toute la course. Et malgré ça, Alonso arrive à arracher la 2e place en qualif. Raikkonen lui colle, je crois, plus d'une demi-seconde parce que c'est le Finlandais volant, il a la McLaren, le Newey, tout ça. Sauf que la McLaren, elle abandonne sur un problème mécanique. Je crois que c'est l'hydraulique de mémoire en début de course, et ce qui fait qu'Alonso se retrouve en tête. Sauf que le père Schumacher, sa Ferrari, elle se met à marcher. Il partait de derrière. Elle se met à marcher, il commence à tourner comme un malade, il commence à remonter et il finit dans les échappements d'Alonso. Et là, pendant 15 tours, c'est la défense. Alonso joue à la muraille de Chine en fait, c'est-à-dire c'est infranchissable. En fait, il utilise vraiment tout l'art de son pilotage pour résister à Schumacher. Et même c'est là où on voit que c'est un pilote qui, malgré la pression, malgré la fatigue d'un Grand Prix, malgré une voiture qui est quand même à l'instant T moins forte que la Ferrari derrière lui. Et je tiens à ajouter l'admiration qu'il démontrait pour Schumacher. Exactement. Parce qu'il savait qui c'était Schumacher. Enfin, quand il arrivait, il disait à Schumacher, ce qu'il a accompli chez Ferrari et tout. Enfin, il y avait ce regard, ce respect non dissimulé pour Schumacher, quoi. Donc là, il l'avait dans ses rétroviseurs. C'était pas juste un pilote qui l'attaquait pour la victoire. C'était celui qui représentait, en tout cas pour lui, le big boss de la Formule 1. Donc il y a une autre pression supplémentaire, même si on peut parler de l'étroitesse de Imola qui aide totalement. Je pense que si ça avait été à Bahreïn ou voilà, mais ça aurait été plus compliqué. Et en fait à Imola, je pense que ce qui m'a le plus scotché, c'est que malgré le fait qu'il ait une voiture quand même qui à ce moment-là est inférieure à la Ferrari, il a la présence d'esprit de maintenir les retardataires devant lui, parce qu'il sait que s'il va passer les retardataires, ça peut potentiellement le gêner.
et offrir une opportunité à Michael de le passer. Il calculait ses écarts pour passer les retardataires dans la seule ligne droite du truc et ensuite de les tenir à distance dans les sections sinueuses. Parce que effectivement, moi je suis le premier à soutenir que les luttes Schumacher-Alonso en 2005 et 2006 à Imola, c'est très joli, il y a plein d'histoires derrière, mais à un moment, il faut regarder le tracé d'Imola. Déjà qu'aujourd'hui on l'a modifié, qu'on a un DRS et qu'on voit à peu près ce que ça donne, je vous laisse imaginer à l'époque. Je tiens à ajouter juste là-dessus que derrière Schumacher, c'est pas le gars qui reste derrière. Non. Si Alonso avait laissé la moindre ouverture, surtout que Schumacher était vraiment par tête, c'était pas un Schumacher dominant qu'on avait, c'était un Schumacher qui courait après sa première victoire. C'était du jamais vu depuis des années. Donc, je pense que s'il y avait eu la moindre ouverture, la moindre faiblesse, Schumacher, il aurait été la chercher. Jenson Button peut en témoigner. C'est vrai que là, je vois dans le chat, oui, Imola, c'est surestimé, tout ça. Tu parlais à juste titre, et c'est vrai que c'est pas facile de dépasser à Imola. Mais non, faut pas sous-estimer et dévaluer la performance d'Alonso ce jour-là, parce que c'est tout un contexte. Le circuit aide. Faut pas en faire trop, mais faut pas non plus le diminuer pour autant, quoi. Dans son esprit, quand même, c'est là où il se dit, bah ouais, j'ai quand même tenu tête au mec parce que Schumacher, en fait, presque n'importe qui cédait, quoi. Et puis c'est une guerre psychologique aussi, surtout, qui est importante. Psychologiquement, ça l'a encore plus décomplexé. Déjà qu'il était quand même assez décomplexé vis-à-vis de Schumacher. Là, ça lui a encore plus donné ce sentiment de dire, bah, je peux le faire, en fait. Donc, Imola 2005, dans son esprit, ça a quand même beaucoup, beaucoup joué. Puis, je me permets à la fin de rajouter quand même Briatore qui dit, c'est aussi la victoire de l'Ono, non? En fait, il y a Denis Brognard qui vient le voir et il lui dit ouais, il a fait quelque chose de spécial, tout ça. Et après, Briatore, il fait c'est aussi la victoire de l'Ono contre Ferrari, non? Cette saison 2005, ça a été quelque chose sur tout un tas de tableaux parce qu'effectivement, Ferrari était pas là et ça a été au final les McLaren. Surtout sur la seconde moitié de saison. Je pense qu'on a aussi tendance à un petit peu trop dire oh là là, les McLaren, c'était la meilleure voiture, elles finissaient pas les courses. Sur la première moitié de saison, les McLaren, elles étaient pas toujours là. C'est après la tournée nord-américaine, j'ai l'impression que c'est vraiment là que les McLaren reviennent et sont en avant. Je sais pas s'il y a un point en avant que tu veux mettre sur cette saison 2005. Alonso a vraiment compris ce qui lui manquait en 2003-2004, enfin, il y avait la voiture aussi qui y jouait, mais dans son approche des choses, 2005, il y a eu un point de bascule, parce qu'en fait, Pat Simons, du coup, qui était à l'époque chez Renault, avait noté... On en reparlera. On en reparlera, mais Pat Simons, en fait, chaque saison, il faisait, on appelle ça une espèce de carnet de notes, tu vois, où il disait, voilà, les points forts du pilote la saison et ce qu'il doit encore améliorer. Et en fait, avec Alonso, il disait doit améliorer sa capacité à travailler en équipe. Et en fait, je pense qu'Alonso a compris ça. C'est pas qu'il travaillait pas en équipe en 2003-2004, attention, mais il a compris qu'en étant encore plus proche de ses ingénieurs, en partageant encore un peu plus, en les écoutant plus, en poussant un peu plus l'aspect relationnel, l'aspect échange avec eux, ça allait lui être que bénéfique, parce qu'en fait, ce qui a fait la force de Renault en 2005, un peu moins en 2006, peut-être qu'on expliquera pourquoi, mais en 2005, c'est la cohésion il y avait une cohésion d'équipe entre Alonso, Fisichella, Briatore, enfin tout le monde poussait et tirait dans le même sens. Ce qui a un petit peu tout fait voler en éclats, c'est que Brésil 2005, il y a Ron Dennis qui dit à Alonso sur le podium hey, tu veux venir chez McLaren? Et c'est à partir de ce moment-là où bon voilà, ça a commencé un peu à casser un peu cette belle harmonie, quoi. Bah, moi, je pensais au Canada 2005. Tu sais pourquoi? Vas-y, dis. Et il se met dans le mur. Oui. Et c'est sa seule erreur de la saison. Il se met dans le mur, c'est sa seule erreur de la saison, et en plus il l'assume dans le sens où il dit c'est ma faute. Ah oui, mais il touche le mur.
à la sortie de la chicane Vettel-Hamilton, toi-même tu sais, c'était très souvent qu'on avait des pilotes qui sortaient au Canada à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais c'était très très courant parce que beaucoup d'erreurs sur ce tracé. Et je crois que, enfin, c'était une course que personne voulait gagner et que Montoya a gagné, je crois. Ou non, c'est Raikkonen. Parce que c'est Montoya qui était premier, qui a abandonné. Et Alonso premier, il se met dans le mur. Fisichella premier, il a un souci technique, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, enfin, c'est peut-être pas dans le bon ordre. Et après, c'est Raikkonen du coup qui va la gagner. Et qui du coup lance cette seconde moitié de saison avec des McLaren qui semblaient imbattables, mais où on a des résultats qui font comme ça, parfois en course, parfois c'est en qualification que ça paye, et du coup tu pars du fond de grille, et du coup au final, Alonso, fin de saison, plus jeune champion du monde de l'histoire, record battu bien évidemment depuis, mais on a un nouveau champion du monde, la première fois depuis 99 que c'est pas Schumacher qui gagne un titre, c'est Alonso qui le fait. Il y a un peu cette transition, la fin de l'ère Schumacher et peut-être le début de l'ère Alonso. En plus, juste à la fin de la saison 2005, Alonso est annoncé chez McLaren. Alors pour 2007, pas pour 2006, pour 2007. Donc c'est un moment bizarre. Tu fais oh ok, la saison 2006, elle va être bizarre. Surtout que en soi, enfin moi je me disais à l'époque, en soi, c'est pas con, parce que McLaren, ils ont la meilleure voiture. Ouais, mais il y a tout un contexte aussi qui... Il y a vraiment tout un contexte qui l'expliquait, parce que, en fait, chez Renault, on avait toujours ce côté de se dire, est-ce que Renault va continuer la F1 ou pas, en fait? Notamment pour des raisons économiques. Et ça, je pense qu'Alonso, il le percevait un peu aussi. Et après, bon, il y a le fait de se dire, bon, McLaren, ils m'ont montré ce qu'ils étaient capables de faire là. C'est peut-être la prochaine étape naturelle de ma carrière, d'aller quand même dans une écurie mythique dans laquelle a couru Ayrton Senna, dans laquelle a couru Alain Prost, etc., etc. Et bon, le rêve d'Alonso était quand même, comme quasiment la grande majorité des pilotes, se dessiner quand même vers une écurie en rouge. C'est vrai que pareil, c'est une anecdote que j'ai pas racontée dans le bouquin, mais pour le coup, c'est Jean-Louis Moncey lui-même qui l'a raconté. Je crois que ça se passait en Hongrie 2003 ou 2004, je sais plus, où en fait Alonso Jean-Louis Moncey va dans une espèce de spa, pour se relaxer, tout ça. Et en fait, il croise Alonso, sauf que Alonso, il sait pas si Alonso fait exprès de pas l'avoir vu ou s'il a pas vraiment vu Moncey. Et en fait, il entend Alonso parler à l'un de ses proches et il dit, putain, quand même, il y a Ferrari, ils sont en train de me draguer, est-ce que j'irai pas l'année prochaine, quoi. Donc déjà, avant même qu'Alonso soit sacré chez Renault, il y avait déjà cette tentation pour la Scuderia. Donc ouais, le destin finalement d'Alonso et de Renault, une fois que le titre était... Alonso voulait vraiment gagner le titre avec Renault, ça les tenait à cœur. Mais je pense qu'une fois qu'il l'a fait, il s'est dit, bon, la suite naturelle de ma carrière, ça serait quand même d'aller chez McLaren, puis après, pourquoi pas chez Ferrari, quoi. Ouais, c'est vrai que, on en parle un peu au début, mais il y a cette vénération du mythe de la Formule 1 chez Alonso. Parce que peut-être il a grandi en voyant si peu qu'il le fantasmait continuellement, à penser au Senna, Prost, Schumacher, tout ça, McLaren, Ferrari, effectivement c'est très grand nom de la Formule 1 et c'est quelque chose qui s'est ressenti un petit peu quand il en parle, tout ça. Effectivement, on en parlera juste après la saison 2006. I came from a country with no tradition in Formula One, and I fight alone basically because I had not any help from anybody all my career, and I arrived in Formula One thanks to the results in the previous categories and thanks to my sponsors, and now I think this title is the maximum I can achieve in my life, in my career, and it's thanks to 3 or 4 people, not more than that, who we fight alone always.